Comment est-ce qu'on apprend? Si, par exemple, je sais ce que je sais déjà faire, je sais ce que je sais déjà faire, est-ce que j'ai appris quelque chose? Ben non, il est peu probable que j'apprenne quelque chose. Quand est-ce que j'apprends quelque chose? Ben quand je ne sais pas faire. Et comment je me rends compte que je ne sais pas faire? Ouais. Quand t'as peur? Ouais, peut-être quand t'as peur. Ça, alors là, on va voir d'où ça revient. T'as peur de quoi? Ouais. Tu dis quand j'ai peur. Ouais, quand tu maîtrises pas parce que t'as peur de te planter. Qui l'a dit? J'ai pas entendu. Ok, de planter. Et ouais, on a peur de se tromper. En fait, la première des choses, c'est la peur de se tromper. Imaginez, qu'est-ce que c'est se tromper? Ben, se tromper, c'est juste mettre la lumière sur quelque chose que je ne sais pas faire. Ne pas mettre en valeur l'erreur, en fait, dans le management. Ne pas... Dans le management, là je parle du management aujourd'hui, mais évidemment que ça se décline sur beaucoup de choses. J'interviens aussi beaucoup en pédagogie, ça se décline en pédagogie. Avoir peur de se tromper, ça veut dire quoi? C'est-à-dire que je vais faire que ce que je sais déjà faire. Si je fais que ce que je sais déjà faire, qu'est-ce qui se passe? Eh bien, le travail il commence à être un peu redondant. Il commence un peu à être redondant. Et je commence plutôt à être un robot qu'une personne sensée. Et imaginez un management où on ne va pas valoriser les rôles, qu'est-ce qu'on va faire? On va tout faire pour que les gens restent dans leur niveau de compétence. C'est-à-dire qu'il n'y a jamais personne qui va monter en compétence. Pour monter en compétence, il faut forcément faire quelque chose qu'on ne sait pas faire. Et comment on sait qu'on ne sait pas faire quelque chose? Quand on s'est trompé. Ou alors qu'on se pose des questions sur comment... Ouais, tu te poses des questions sur quoi? Comment le faire? C'est ça. Et tant que tu vas te poser des questions, est-ce que tu vas faire grand-chose? Non. Non. Ouais. Moi j'ai un copain, ça fait 13 ans. Il essaye d'apprendre à nager. Elle en est à son 48e livre. Mais bien, hein, nickel. Il réfléchit à comment il peut faire. Puis j'ai croisé un autre gamin l'autre fois à la piscine, il devait avoir 4-5 ans, il ne savait pas du tout nager. Il a plongé dans le petit bassin. En 1 heure, il savait nager. C'est quoi la différence entre les deux? Il y en a un qui se pose plein de questions. Comment il pourrait faire? C'est l'âge aussi. C'est l'âge, très certainement. C'est vrai que quand on commence... De toute façon, ce que tu dis, c'est exactement ça. En fait, c'est le critère de la sénilité. Tout à fait. Ouais, c'est l'âge. C'est hyper intéressant, toutes ces croyances-là, parce que on a développé quelque chose qui fait il faut que je comprenne absolument tout ce que je vais faire, il faut que j'ai tout établi. Mais tant que vous établissez tout, vous perdez du temps et vous ne faites toujours pas. Et de toute façon, quand vous allez faire, vous allez être confronté à quelque chose qui n'était pas prévu. Le plus facile pour progresser, c'est de faire. Et pour faire, il faut valoriser l'erreur. Quelqu'un qui manage en mettant le point sur l'erreur, en cherchant toujours les problèmes, qu'est-ce que c'est? C'est quelqu'un qui va toujours avoir une équipe incompétente. En tout cas, pas incompétente à un niveau de compétence. Quelqu'un qui ne montera jamais en compétence. Pourquoi? Parce que si je le laissais faire, il pourrait se tromper. Il vaut mieux que j'aille chercher quelqu'un de l'extérieur qui sait déjà faire ça et lui demander de venir et de faire que ce qu'il sait faire. Comme ça, lui aussi, rapidement, il va s'emmerder. Mais ouais. Alors que laisser les gens faire, laisser les gens réaliser, qu'est-ce que c'est? C'est déjà une preuve de confiance. C'est permettre à son équipe de monter en compétence sans avoir besoin d'aller chercher à l'extérieur. Pourquoi? Parce que votre équipe elle connaît vos valeurs. Elle connaît les valeurs. Alors, tant soit-elle qu'il y en ait. Enfin, il y en a toujours. Donc, ce besoin de se tromper, c'est fondamental. Mais c'est de la faute, ce que tu disais, tu veux bien redire comment tu sens? T'as peur. En fait, si on va chercher un petit peu l'explication de ça, et c'est complètement normal, et c'est normal que tu ressentes ça, parce que on a été formaté, plus que formé, on a été formaté à avoir peur de l'erreur. Vous avez 5 ans, 6 ans. Est-ce que vous savez lire? Non. Ça veut dire qu'un truc comme ça, pour vous, qu'est-ce que ça veut dire? Rien. Et vous allez aller à l'école, et on va vous apprendre, vous allez apprendre à donner du sens à quelque chose qui en vrai n'en a pas. C'est juste des signes, des symboles. Et de ces symboles, on va donner du sens. Et on va même faire mieux.
c'est qu'on va donner du sens et on va même pouvoir exprimer des émotions, exprimer des pensées, exprimer ce que vous voulez, juste en grattant, en faisant des symboles. Vous imaginez que d'un point de vue cognitif, pour un enfant, le chamboulement que c'est incroyable. Apprendre à écrire, apprendre à lire, c'est un sacré chamboulement. Eh bien, pour mettre les personnes dans les meilleures conditions, qu'est-ce qu'on fait? On leur dit, écoute gamin, tu viens d'école, tu ne sais pas encore écrire. Ça fait rien, ne t'inquiète pas, ne t'inquiète pas. Ah ouais, parce que notre cerveau, il n'entend pas la négation. Je vous demande simplement une chose, et ça c'est fondamental pour le reste de la journée et surtout de la présentation, c'est ne pensez pas, surtout, non, j'insiste, ne pensez pas aux petits fours qui sont là-bas. Non, sinon on ne peut pas. N'y pensez pas. Qu'est-ce qui se passe? Notre cerveau, il n'entend pas la négation. Il n'entend pas la négation. N'aie pas peur. Je me rappelle une fois, mon gamin, il va faire un vaccin. Et il était content, quoi. Je lui avais expliqué qu'un vaccin, c'est quoi? C'est des petits trucs qui vont se balader dans le corps pour demander à l'usine, à protection de fabriquer des machins, pour reconnaître le méchant la prochaine fois qu'il vient. Mais le méchant, il a juste son costume, mais il n'est pas dedans, on voit juste son costume. Il est presque en courant là-bas. Et qu'est-ce qui se passe? Il arrive devant l'infirmière, elle lui dit « Ne t'inquiète pas, ça fera pas mal. » Et je ne peux pas dire que l'infirmière était méchante et qu'elle avait une mauvaise intention, absolument pas, c'est juste pas une façon de parler. Eh bien, ne pas considérer ça, c'est ne pas considérer une stratégie d'apprentissage. Comment est-ce que vous avez appris à marcher? Comment? Tu t'as levé un matin, hop, t'as dit, oh tiens, quelle heure elle est? Oh, il est 12 mois, c'est l'heure de marcher. Hop, et vous avez marché. Ah ouais, j'ai déjà la démarche de... Ouais. C'est comme ça que j'ai appris à marcher mes enfants. Ben non, c'est pas moi qui ai appris à marcher mes enfants. Comment ils ont appris à marcher vos enfants? Comment vous avez appris à marcher? En tombant. Pourquoi les gamins, les bébés, les enfants de bas âge, ils ont des os qui sont trop mous? Enfin, très mous. Pourquoi? Pour tomber, pour pas que ça fasse mal. Pourquoi ils ont des grosses fesses? Pourquoi ils mettent des couches? C'est pas pour rien, la nature a inventé les couches pour que les enfants apprennent à marcher. Ouais, c'est ça. Et plus l'âge est petit, plus les couches sont grosses. C'est pas pour une autre raison que vous croyez. Eh bien non, on a appris à marcher en tombant. On apprend quelque chose, en fait, en faisant des erreurs, mais c'est pas des erreurs, on ne fait pas d'erreurs. Qu'est-ce qu'on fait? On a un retour d'information. C'est parce que je fais quelque chose que je vois que je suis tombé trop en arrière, qu'est-ce que je vais faire la prochaine fois? Je vais me basculer en avant, à gauche, à droite, ainsi de suite, jusqu'à trouver l'équilibre. Jusqu'à trouver l'équilibre. Alors, pour des gestes moteurs, moi j'étais longtemps dans le sport, on dit que c'est 2000 répétitions, au moins. Donc vous êtes tombé au moins 2000 fois. Et est-ce que le gamin, quand il tombe, il dit qu'est-ce qu'il y a? Je ne sais pas encore parler, mais je voudrais m'exprimer. Non, j'essaierai plus jamais de marcher. Pourquoi? Parce que je suis tombé. Est-ce que vous engueuleriez un gamin, un bébé, qui commence à marcher? Vous faites quoi un bébé qui commence à marcher? Vous l'encouragez. Et qu'est-ce qu'il fait le gamin? Il est content, on lui dit fais des erreurs, tu vas apprendre à marcher. Qu'est-ce qu'il fait? Il se lève, il vous regarde avec un gros sourire, bah, il tombe, super content. Regarde, j'ai fait. Et vous, c'est bien, t'es resté 4 dixièmes de seconde debout. Et là, vous appelez votre mari, votre femme, allô chérie, ouais, il est resté debout. Combien de temps? 4 dixièmes. Et puis après, vous devenez manager. Ah, nous avons changé de regard. Vous ne voyez plus les 4 dixièmes de debout. Et vous valorisez plus quelqu'un qui est en train d'apprendre à marcher, d'apprendre à avancer. Pourquoi? Parce que l'erreur, elle est devenue dangereuse. Donc pour reprendre sur ce que je disais, donc vous avez vu cette stratégie d'apprendre, apprendre en se trompant, on arrive à
à l'école, quelque chose de cognitif, qui va être quelque chose d'incroyable. Et là, on vous dit gamin. Il y a quelque chose qui est essentiel ici. C'est que tu apprennes. Okay. Et on va faire une dictée. Ah tiens, je fais une petite sortie de route par rapport à la dictée. C'est quoi une dictée? Qui est-ce qui dicte? Les dictateurs. C'est quoi l'objectif annoncé de l'éducation nationale? C'est en fait d'accompagner les personnes à l'autonomie. Et pour que vous soyez autonome, qu'est-ce qu'on vous fait? Une dictée. On vous dicte ce que vous devez faire pour être autonome. C'est pas mal. C'est pas mal. Et surtout, ce qui est super bien, moi je trouve que là c'est vraiment génial, c'est que quand vous faites une dictée, comment on met vos points? Vous avez comment? Hein? On enlève des points. On enlève des points. Ça veut dire qu'on te dit, gamin, chaque fois que tu vas te tromper, je vais te sanctionner. Alors moi je me rappelle d'un prof, j'avais un super prof de français. Là j'ai pas de... Imaginez que j'ai des feuilles dans les mains. Et on faisait des dictées, et puis après le cours, à la fin, on les corrigeait, enfin il les corrigeait, et le cours d'après, il nous les donnait. Et 20 sur 20, Sylvie Chabet. Sylvie Chabet, elle avait toujours 20 sur 20. Alors c'était incroyable. On savait qu'il y avait 20 sur 20. Et puis toi, tu te dis, bon bah, je vais être bientôt moi, quoi. 18, 17, bon franchement 18, 17 c'est super comme note. 16, 15, enfin 15 bonne note, même très bonne note. 14, 14 en vrai tu te dis bon c'est en dessous de 15. Pourquoi 15 c'est important? Parce que c'est la moitié de l'autre moitié. Alors 14 déjà t'es en dessous de la moitié de l'autre moitié. Mais c'est un nombre pair. 13, franchement 13, j'ai jamais voulu avoir 13, c'est pas une bonne note. 12, bon 12, tu te dis franchement 12, je suis au-dessus de la moyenne, j'ai mon premier nombre pair au-dessus de la moyenne, c'est pas mal. C'est pas mal, mais là ça descend. 11. 11, c'est un chiffre que j'ai jamais trop compris. 2 fois 1, je sais pas, 11. 10, 10, tu te dis mais putain, attends, la moyenne c'est quand même bien. Hein. Tu te dis la moyenne c'est quand même bien. Et puis après 9. 9, les copies, 9, les copies, ouais, les copies, hein, par contre, ne copiez surtout pas. On donne les copies, 9, ah, 9, pas terrible. 9, c'est 3 fois 3, et puis 3, c'est un nombre à con. 8, 8, pas mal. 8, premier nombre pair en dessous de la moyenne. 8, c'est mention, tu vas en rattrapage, quoi. 8, ça va, 8, ça passe. 8, tu te dis, bon, je peux engueuler ou pas? Bon, 8, tu pourrais dire, je suis pas loin de la moyenne. Une petite erreur, je n'aurais pas dû faire. Une erreur d'étourderie. Ouais, parce qu'on vous dit que vous faites aussi des erreurs d'étourderie pour que vous soyez super fiers d'être qui vous êtes. C'est bien de se prendre pour un étourdi. C'est beaucoup plus facile de vivre la vie comme ça. Et puis après, il y a le 7. Alors le 7, là, franchement, ta stratégie, il faut la changer. Non, non. Arrivé à 7, tu changes la stratégie. Parce qu'à 7, tu te dis, 7. C'est la moitié de la deuxième moitié de moins que l'autre. Et ouais, 7 c'est pas bon, c'est un nombre impair. 6, 6 c'est le premier nombre impair, t'es pas content. Donc comme t'es pas content, tu commences à regarder qui a pas sa copie. Et là il faut trouver une relation avec quelqu'un. Il y en a toujours quelques-uns. Et là tu trouves la relation qui a pas sa copie, c'est bien. 6 c'est bien. Je l'ai pas encore. Et là, ton objectif, c'est d'avoir le plus tard possible. C'est fini, il faut changer de stratégie. Maintenant, être un bon élève, c'est fini. Maintenant, t'es juste nul. 5, bon, 5, d'accord, 5, la moitié de la moitié, c'est rien, quoi. C'est un chiffre qui veut rien dire. 4, bon là, 4, franchement, ça fait... si tu réfléchis, t'as trop mal. Donc là, tu commences... Plus le truc descend, plus tu souris. 3. Et l'autre, t'es mis sur 3. La honte. Tu viens d'avoir ta copie. Moi, j'ai eu de la chance, je ne l'ai pas encore eu. 2, 1, 0. Et là, comme tu as 0, tu es nul. Vous imaginez en termes identitaires comment c'est bien d'être nul? Je crois que je suis nul. Waouh! Toutes les capacités, toutes les croyances, toute la confiance que je vais avoir en moi.
Et là, à 0, on était avec ce prof, il était tellement bien, c'était vraiment un très bon prof. Il rangeait tout comme ça. Et puis, j'avais pas ma copie à 0. Il dit, tu cherches, tu n'as pas sa copie, merde, tu te retrouves tout seul. Non, t'en as un autre, on est deux à pas avoir notre copie. Et là, il descend. -1, personne. -2, personne. -3. Et là, on est deux à se regarder, on commence à sourire. Et l'autre, il a -8, moi j'ai -10. Ouais, j'étais meilleur que toi cette fois-ci. Pourquoi? Parce que le prof ne sait pas que la négation, elle n'est pas interprétée par le cerveau. Et quand on rigolait, en fait, le prof nous disait, vous n'avez pas honte? Vous n'avez pas honte de rigoler comme ça? Vous êtes nuls et en plus vous rigolez. Alors, moi à l'époque, je ne savais pas tout ce que je sais aujourd'hui, mais si j'avais su ce que je savais, j'aurais pas fait. Ben, je lui aurais dit, écoute monsieur, t'es super gentil, mais en fait, on est en train de mettre en place une stratégie pour nous protéger de ton acide, de l'acide que tu es en train de nous jeter dans notre identité, dans nos croyances et dans nos confiances en nous. On est en train de s'en protéger, et le bouclier qu'on a trouvé, c'est l'humour. Parce que, en plus, qu'est-ce qui se passe? Qu'est-ce qu'on fait grâce à l'erreur, entre guillemets? On apprend. Pourquoi on apprend? Parce qu'on a du feedback, on a du retour d'information. Et quand j'ai du retour d'information, ben, qu'est-ce que je fais? Eh ben, je peux faire différemment la prochaine fois. C'est la boucle en didactique qu'on appelle la boucle essai-erreur, car moi à la con, mais c'est ça. J'essaye, je teste, si le résultat me va bien, je continue, s'il ne va pas bien, je change la façon de faire. Et ta copie, moi j'ai vu ma copie, et elle était rouge. Parce qu'on corrige en rouge, rouge comme le sang. Non, rouge sang. C'était quoi? Et là qu'on a égorgé. Alors en fait, il me donnait la copie rouge sang, avec des points d'exclamation dans tous les sens, des trucs. Tu vois juste la névrose du mec qui est en train de corriger. Et il me donne un torchon ensanglanté. Alors en plus, il ne me le donne pas gentiment, il me fout la gueule devant tout le monde, quoi. Et puis tous, ah, t'as moins 10, ah, t'es nul. Donc, bah, tu trouves quelque chose à un moment. Et donc, t'as cette copie-là, ensanglantée. Quel feedback tu vas trouver de ça? Est-ce que tu as envie de te rapprocher de quelque chose de comme ça? Non. Tu le touches à peine, tu l'ouvres à peine. Voilà. Qu'est-ce que tu as tiré de tes erreurs? Rien. Rien. Et bien c'est ça, la façon dont je donne le feedback, la façon dont je donne l'erreur, dont j'explique ce qui va se passer. Et bien ça va donner beaucoup de choses. Dans le management, c'est fondamental. C'est fondamental. J'ai eu un autre prof, monsieur Allemand, prof de français. Alors lui, il était super. C'était un vieux pour nous, il devait avoir 50 ans. Et il était malin. C'était un malin, il ne voulait pas corriger. On avait bien compris qu'il ne voulait pas corriger. Donc qu'est-ce qu'il faisait pour gagner du temps chez lui? Attends, ça faisait déjà 30 balais qu'il faisait ça, il avait trouvé les techniques. Il faisait quoi? De l'autocorrection. Monsieur Allemand faisait l'autocorrection. Et donc qu'est-ce qu'on faisait? On recevait la copie de quelqu'un d'autre, mais je ne sais pas pourquoi, c'est peut-être du hasard complet. Il se passait des mouvements dans la salle, de mouvements de copie, et j'ai ma copie. Et bizarrement, ça finissait toujours comme ça. Donc, on corrigeait en rouge, parce qu'il faut corriger en rouge. Donc, on corrigeait avec le stylo rouge. Surtout pas avec le stylo bleu. Non, j'insiste. Monsieur Allemand, il était précis là-dessus. On ne corrige pas avec le stylo bleu. Et ben nous, on corrigeait. Vous m'entendez? On corrigeait avec le stylo rouge. Voilà, la correction. On corrigeait avec le stylo rouge. Ah ouais, monsieur Allemand, il était content, on corrigeait avec le stylo rouge. Et puis, même les copains, ils voient pas trop. Et puis là, et franchement, les lasagnes, lasagne à un S, c'est pas une erreur que je ferais d'habitude. Pas de S, je le mettais. Et en fait, j'avais 17, 18 invités. Et mes copains qui étaient l'année dernière avec moi, ils me disaient, Tony, t'étais nul, t'avais -3, -15, -20. Et puis là, t'as 17, 18, ouais, je sais, j'ai pris des cours particuliers pendant les vacances. En fait, j'ai jamais autant appris que l'année avec monsieur Allemand. Parce que, émotionnellement, qu'est-ce qui se passait quand j'avais mon feedback? Qui me donnait du feedback?
quelqu'un qui me veut du bien, parce que c'est moi qui me donnais du feedback. Et moi, je n'avais aucun intérêt à m'en vouloir à moi-même. Et bien, je me donnais du feedback, je mettais en place tout le concept grammatical pour comprendre pourquoi j'ai fait cette erreur-là. En fait, j'apprenais énormément. Et en 1 an à faire ce genre de correction, j'ai énormément appris. Énormément appris. Eh bien, manager en utilisant l'erreur, c'est mettre les gens en confiance. Faire en sorte qu'ils fassent. Faire en sorte qu'ils fassent. Parce que si votre équipe, elle fait, elle va faire en sorte que tout va progresser. C'est quoi? C'est rendre l'erreur obligatoire. Et ça, c'est un peu franco-français. Hein. Vous allez aux États-Unis, ceux qui ne font pas trop d'erreurs, ils sont virés. Hein. Parce qu'on ne veut pas des gens qui vont stagner tout le temps. Ils vont se faire chier, ils ne seront pas rentables pour la société. Pour être rentable pour l'entreprise, il faut monter en compétence. Sinon, vous pouvez... Alors, ça existe, hein, ce type de management en France, on le fait. C'est un petit peu du management à la c'est du taylorisme, hein, c'est 19e siècle, 20e siècle. Hein. Ben moi j'appelle ça des démanagers. C'est des démanagers. Les personnes qui managent comme ça sont des démanagers parce qu'ils ont la chance, en démanager, de faire en sorte que les gens ont envie de déménager. Et les managers, ils ne comprennent pas, il n'y a que du mouvement dans leur service. Il est venu, il se barre, il est venu, il s'en va, il est venu, il s'en va, elle s'en va. Et c'est non-stop ça. C'est manager pour créer le déménagement. Ou bien vous pouvez décider de manager en utilisant des techniques simples, des techniques qui ne se voient pas. Ça, c'est une façon de manager furtivement. Valoriser l'erreur, ça ne se voit pas. Décider de dire à quelqu'un, plutôt que quel est le problème, lui dire quelle est la solution, ça ne se voit pas. Mais ce n'est pas du tout le même état émotionnel.